Une fusillade éclate dans le garage d'une villa huppée d'Oklahoma City. Les analyses balistiques révèlent que 2 armes différentes ont été utilisées, ce qui indique que 2 tireurs se trouvaient sur la scène de crime. De minuscules marques sur une douille, des fibres légèrement roussies et une reconstitution du crime établiront qu'il s'agit d'un complot machiavélique. Un homme est assassiné à coups de hache pendant son sommeil. Il vivait seul, mais la police s'intéresse en priorité à ses 3 ex-épouses. Une empreinte de pas et des taches de sang vont permettre de résoudre cette ténébreuse affaire. Bonjour, soyez les bienvenus pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Alors prenez une douille de chevrotine de calibre 16, une signature qui comporte un minuscule symbole chrétien, des résidus de poudre incrustés dans la peau d'un avant-bras et des vêtements tachés de sang. Ajoutez-y une police d'assurance vie d'un montant de 800 000 $, saupoudrez le tout d'une bonne dose de cynisme et de cupidité et vous obtiendrez la recette de la première affaire criminelle que je vous propose de découvrir maintenant. Rob Andrew avait tout pour être heureux. Une très bonne place dans une agence publicitaire, beaucoup d'amis et une famille aimante. Rob Andrew était le parfait exemple du genre idéal. En bon chrétien, il allait régulièrement à l'église, un père dévoué pour ses enfants, un homme d'affaires avisé, bref, quelqu'un de bien. 2 jours avant Thanksgiving, Rob Andrew part chercher ses enfants en sortant du travail. La famille a prévu d'aller passer le week-end chez ses parents. Sur la route, Rob appelle son meilleur ami. Il m'a appelé chez moi vers 17h30. Il m'a dit qu'il n'avait pas arrêté de la journée et qu'il avait hâte d'aller chercher les enfants pour fêter Thanksgiving en famille. Rob veut partir le plus vite possible et laisse sa voiture devant la maison. J'ai entendu la porte électrique du garage s'ouvrir, puis il m'a dit « Bon, je vais te laisser ». Alors qu'il pénètre à l'intérieur du garage, Brenda, sa femme, lui demande de redémarrer la chaudière qui s'est arrêtée en début de journée. Et là, tout s'enchaîne. Selon Brenda, 2 hommes masqués surgissent de nulle part, armes au poing. Avant de disparaître. I've been shot. My husband's been shot. Okay. You and your husband have both been shot? Yes. Who shot you? I don't know. You don't? I don't know. They had on black masks. I don't know. Robert Andrew, 45 ans, meurt dans le garage. Monsieur Andrews a reçu 2 balles, une du côté droit et une autre du côté gauche. Les 2 projectiles ont été tirés de 2 endroits différents, ce qui veut dire qu'il y avait 2 tireurs. Brenda, elle aussi, a été touchée. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Heureusement pour elle, elle avait été touchée dans le gras du bras gauche. La balle lui a traversé le bras avant de venir se loger dans l'un des murs du garage. Elle provient d'un pistolet de calibre 22. Sur le toit du monospace de Brenda, la police retrouve également une douille de fusil de chasse. Il y a donc 2 armes différentes. Les canettes vides éparpillées sur le sol indiquent que Rob a eu le temps de voir arriver ses agresseurs et a tenté de se protéger avec le sac de canettes. Juste avant qu'on lui tire dessus une 2e fois, il a eu le temps de voir le visage de son agresseur. Apparemment, le mobile n'est pas le vol. Ils n'ont pas pris son portefeuille. Il a même été transpercé par du plomb provenant des tirs de fusil. Les 2 enfants qui étaient au premier étage sont indemnes. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une exécution. Néanmoins, personne ne sait pourquoi Robert Andrew a été pris pour cible. Les enquêteurs n'ont aucune piste. Il n'y a pas de mobile et aucun témoin. Ils espèrent maintenant que l'autopsie leur fournira davantage d'informations. La nouvelle de l'assassinat de Rob Andrew est un véritable choc pour les habitants d'Oklahoma City. On a rarement vu de tels crimes dans la région.
Rob et Brenda étaient le couple idéal, du moins en apparence. Ils donnaient l'image d'une famille modèle, un couple amoureux, souriant avec 2 beaux enfants. Le couple participe activement à la vie de la paroisse. Brenda enseigne le catéchisme et Rob s'est porté plusieurs fois volontaire pour faire du bénévolat en Amérique du Sud. Dès le début de l'enquête, la police apprend que Rob avait déjà été victime d'une tentative de meurtre. À peine 1 mois avant les faits, Rob a signalé à la police qu'on avait saboté les freins de sa voiture. Quelques heures plus tard, alors que Rob fait réparer ses freins, il reçoit un appel. Sa femme a eu un grave accident de voiture et il est attendu d'urgence à l'hôpital. Un homme au téléphone lui a dit que sa femme était à l'hôpital, à 45 km de là, qu'elle le réclamait et qu'il devait venir la rejoindre de toute urgence. Méfiant, Rob rappelle quand même l'hôpital avant de partir et découvre que sa femme n'a jamais eu d'accident de voiture. De toute évidence, l'homme qui a saboté ses freins voulait qu'il se rende de toute urgence à l'hôpital. Il était persuadé qu'on en voulait à sa vie, persuadé que la personne qui avait saboté ses freins avait ensuite tenté de le faire venir à l'hôpital en espérant qu'il ait un accident. C'est ce qui paraissait le plus plausible. Les enquêteurs ne disposent d'aucun indice pour remonter la piste des tueurs. Rob, Brenda Andrews et leurs enfants correspondent à l'image stéréotypée que l'on se fait de la famille américaine. Ils sont pieux, apparemment heureux et bien intégrés à leur communauté, et ils n'ont pas d'antécédents judiciaires. Alors, quel est, dans ces conditions, le mobile des assassins? Quelques jours après le meurtre de Rob Andrew, ses voisins découvrent à leur retour de vacances qu'ils ont été victimes d'un cambriolage. Après avoir défait les valises, j'ai voulu commencer à ranger. J'ai ouvert la penderie et là, je me suis aperçue qu'une petite étagère à chaussures avait disparu. Du coup, on a fait le tour de la maison et on est tombé sur une douille de fusil dans une des chambres. La douille provient d'un fusil de chasse de calibre 16. Elle est immédiatement envoyée au laboratoire médico-légal pour analyse. Les experts la comparent au microscope à la douille de calibre 16 retrouvée dans le garage des Andrew. Ils s'intéressent plus particulièrement au culot en laiton. Chaque fois que l'on appuie sur la détente, le percuteur frappe le culot de la douille et il laisse une empreinte propre à chaque arme. Selon le pourcentage de correspondance entre les microtraces observées sur les douilles, l'expert en balistique peut déterminer si oui ou non les douilles proviennent de la même arme. Et dans ce cas, aucun doute possible. Les 2 douilles proviennent bien de la même arme. Dans le grenier de la maison des voisins, la police retrouve également des balles de calibre 22, les mêmes que celles de la 2e arme utilisée par les suspects. C'était comme si on les avait fait tomber sans faire exprès. D'après nous, on ne les avait pas placées là intentionnellement. Elles avaient dû tomber de la poche de quelqu'un qui essayait de monter à l'étage. Une découverte qui laisse à penser que les meurtriers sont venus se cacher chez les voisins après le crime pour s'enfuir tranquillement un peu plus tard. Selon toute vraisemblance, quelqu'un était monté au grenier. Ils ont grimpé sur le placard, où ils ont posé le pied sur l'étagère pour redescendre. Résultat, l'étagère a lâché et elle s'est cassée. Ensuite, ils ont essayé de dissimuler les morceaux tant bien que mal en les cachant sous le lit. Curieusement, il n'y a aucun signe d'effraction dans la maison des voisins. Ce qui veut dire que soit les meurtriers sont des professionnels, soit ils possèdent une clé de la maison. La police n'a aucune piste. Les enquêteurs se demandent alors à qui profite le crime. Les proches de Rob sont unanimes. Brenda avait tout intérêt à ce que son mari meure. On a découvert que leur mariage avait des hauts et des bas. Ils s'étaient déjà séparés plusieurs fois. Et on a également appris que Brenda Andrew avait eu plusieurs relations extra-conjugales. À ce moment-là, M. Andrew était persuadé que sa femme le trompait avec son courtier en assurance, un certain Pavat. James Pavat, 48 ans, enseigne le catéchisme dans la même église que Brenda.
Et ils n'avaient pas peur de s'afficher ensemble, y compris devant les enfants de Rob. Entre James et Brenda, c'était bien plus qu'une aventure. Imaginez, juste avant la mort de Rob, ils étaient carrément partis en vacances au Texas avec les enfants. Franchement, quel mari laisserait sa femme et ses enfants partir en vacances au Mexique avec un parfait inconnu? J'aimerais bien qu'on me le dise. Quelques mois avant sa mort, Rob exige de sa femme qu'elle quitte son amant. Brenda refuse et demande le divorce. Rob change alors immédiatement le nom du bénéficiaire de leur assurance vie qui s'élève à 800 000 $. Il me semble qu'il a fait de son frère l'unique bénéficiaire de l'assurance vie jusqu'à la majorité des enfants. Comme ils étaient mineurs à l'époque, il devait désigner un tuteur pour gérer l'argent jusqu'à leur majorité. Mais après la mort de Rob, la police découvre avec étonnement que l'unique bénéficiaire de l'assurance vie est de nouveau Brenda. Ce qui éveille immédiatement les soupçons de la police. Les enquêteurs demandent alors à un expert en graphologie d'authentifier la signature de Rob Andrew sur le contrat d'assurance vie. Généralement, on signe avec style et rapidité. C'est sûrement le geste que l'on reproduit le plus au cours de son existence. Pour mon expertise, j'ai donc repris 136 signatures de la main de Rob Andrew sur une période de 13 ans. La manière d'écrire et de signer est quelque chose de personnel et de beaucoup plus difficile à imiter qu'on l'imagine. Analysé par des experts graphologues, les caractéristiques d'une écriture fournissent un outil de diagnostic très efficace quand on en vient à mettre en doute l'authenticité d'un document. Alors, la forme des lettres individuelles, leur inclinaison, leur taille relative et la façon dont elles s'accrochent entre elles sont examinées en détail à la loupe ou à l'aide d'un microscope binoculaire à faible grossissement, les spécialistes comparant l'échantillon douteux à des modèles de référence. La première affaire où ce type d'analyse prouva sa pertinence fut celle de l'enlèvement du fils de Charles Lindbergh en 1932. Le kidnappeur avait envoyé au célèbre aviateur une demande manuscrite de rançon de 50 000 $. 2 ans et demi plus tard, Bruno Hauptmann fut arrêté tandis qu'il était en train de dépenser une partie de la somme. Des similarités entre sa signature et la demande de rançon permirent de le confondre et de le faire condamner à la peine capitale. Dans le cas qui nous intéresse, les enquêteurs disposent de la signature douteuse apposée au bas du contrat d'assurance vie et des échantillons de la signature authentique de Rob Andrews collectés au cours des 13 années précédentes. Bien entendu, la signature de Rob a évolué au fil des années. Avec le temps, la signature de Rob Andrew avait gagné en style. Elle était devenue plus artistique. 2 ans et demi avant sa mort, Rob ajoute même un petit élément à sa signature. J'avais remarqué une petite nouveauté en bas à droite. J'ai réexaminé toutes les signatures une à une, et j'ai vu que ce petit signe en forme de poisson revenait à chaque fois. Il s'agit en fait de l'ictus, un symbole chrétien que Rob a ajouté à sa signature pour exprimer sa foi. Un symbole qui n'apparaît pas sur le formulaire de changement de bénéficiaire. Ce symbole comptait beaucoup pour lui. Il apparaissait sur absolument tous les documents qu'il signait, y compris des documents très formels comme les documents d'entreprise. Or, on ne retrouvait pas ce symbole sur le nouveau contrat d'assurance vie. Utilisé du 1er au 4e siècle, l'ictus, qui signifie poisson en grec ancien, c'est un symbole chrétien à double sens. Il signifie à la fois le Christ, mais aussi les chrétiens, qui s'appelaient entre eux les piscis, les poissons. Les premiers chrétiens persécutés par les Romains l'utilisaient comme code secret pour se reconnaître entre eux. Mais ce symbole, qui est l'une des caractéristiques de la signature de Rob Andrews, ne figure pas sur le document douteux.
Et ce n'est pas la seule différence que l'expert observe sur la signature du document en question. Rob Andrew avait l'habitude d'attacher le N et le D de Andrew. Une autre caractéristique qui n'apparaît pas sur le formulaire. Ce qui permet à Parrett d'affirmer avec certitude que quelqu'un a imité la signature de Rob. Reste maintenant à savoir qui. La police sait que Brenda Andrew tenait absolument à rester l'unique bénéficiaire de l'assurance vie de 800 000 $ souscrite par son mari. Et James Pavatt, son amant, avait les moyens de s'en assurer. Puisque c'est lui qui avait fait signer ce contrat à Rob. La police soupçonne désormais Brenda d'avoir organisé le meurtre de son mari. Les enquêteurs demandent donc aux experts en balistique d'examiner de plus près les clichés de sa blessure et de l'impact de balles sur son pull. Et dans les deux cas, ils remarquent des cercles noirs, signes de résidus de poudre. Il s'agit en fait de la poudre non brûlée ou partiellement brûlée, de la suie et des gaz chauds qui s'échappent du canon au moment où le projectile est éjecté. À l'aide du même modèle de pistolet, les experts procèdent à des tirs de comparaison pour déterminer la forme des résidus de tir. Après observation des résidus de tir sur le pull et sur sa blessure, j'ai pu déterminer que la distance de tir se situait entre le bout touchant et approximativement 6 cm. Un rapport d'expertise qui vient contredire le témoignage de Brenda. Selon elle, le tireur se trouvait à une distance comprise entre 4,50 m et 6 mètres. La police est maintenant certaine que Brenda Andrew est impliquée dans le meurtre de son mari. Mais l'a-t-elle tué? Sur une scène de crime, les experts en balistique calculent la trajectoire et la vitesse des projectiles à partir des orifices d'entrée et de sortie en tendant des fils ou en pointant des rayons laser. Sachant par ailleurs qu'un tir d'arme à feu s'accompagne d'une projection de gaz et de résidus de poudre, ils sont capables de mesurer la distance qui séparait le ou les tueurs de la victime. Le tir à bout touchant, appuyé, provoque une concentration des résidus de poudre autour de l'orifice, tandis que le tir à bout touchant non appuyé provoque un orifice d'entrée circulaire sous l'effet de la compression des gaz. Dans notre affaire, une contradiction apparaît clairement entre la déclaration faite par Brenda Andrews au policier et la nature de sa blessure. Le tireur qui a ouvert le feu dans sa direction ne pouvait pas se trouver à une distance de 5 à 6 mètres comme elle le prétend. Il a braqué le canon de son arme à quelques centimètres seulement de son bras. S'ajoutant à la falsification de la signature du contrat d'assurance vie, ce faux témoignage met en état d'alerte les enquêteurs. Pour comprendre le rôle qu'a pu jouer Brenda Andrew dans le meurtre de son mari, les enquêteurs envoient ses vêtements à Tom Bevel, un expert en analyse de traces de sang. Bevel remarque que les traces sur le jean de Brenda ont une forme longitudinale, ce qui indique que le sang a coulé de son bras lorsqu'elle a été blessée. On a ici une projection à basse vélocité due à la gravité. Ça correspond aux gouttes de sang qui sont tombées de son bras. Les tests ADN confirment qu'il s'agit bien du sang de Brenda. Mais Bevel relève également des traces en forme de gouttelettes en dessous du genou. Celles-ci ont pénétré plus profondément dans le coton. Ici, c'est une projection à vélocité élevée, qui résulte d'un coup de feu. Dans ce cas, ce sont les petits grains de plomb qui ont projeté le sang de la victime et sont à l'origine des éclaboussures sur le pull de sa femme. Cette fois, les tests ADN révèlent qu'il s'agit du sang de Rob. Les enquêteurs savent maintenant que Brenda se trouvait tout près de Rob lorsque celui-ci a été abattu. Les éclaboussures sur son jean nous ont fourni l'élément de preuve qui nous manquait pour pouvoir affirmer que Mme Andrew tenait bien le pistolet dans ses mains. Le procureur pense que Brenda avait prémédité le meurtre de son mari depuis des mois.
Elle aurait également imité sa signature afin d'être l'unique bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Elle a vraisemblablement tenté de le supprimer une première fois en sabotant les freins de sa voiture. Les enquêteurs pensent que c'est sûrement son amant, James Pavat, qui a ensuite appelé Rob pour lui faire croire que sa femme était à l'hôpital. Mais voyant que leur plan n'a pas fonctionné, les amants échafaudent un nouveau scénario et décident de faire croire à une agression. Ils prévoient de mettre leur plan à exécution le week-end de Thanksgiving, dès que Rob rentrera du travail. Le soir du meurtre, Pavat se cache dans le garage, derrière le monospace. Lorsqu'ils entendent la voiture de Rob arriver, le plan se met en marche. Quand Rob entre dans le garage, Brenda lui demande de rallumer la chaudière pendant qu'elle fait les derniers préparatifs. Pavat tire le premier coup de feu depuis l'arrière du monospace. Puis il donne son arme à Brenda. Il a vu son bourreau en face. On ne saura jamais ce qu'elle lui a dit. Les éclaboussures de sang sur le jean de Brenda prouvent qu'elle se trouvait à moins de 30 cm de lui. Pavat tire ensuite dans le bras de Brenda avec un pistolet de calibre 22, à seulement quelques centimètres de sa cible, d'où les marques de brûlure. Brenda appelle ensuite la police pour leur faire croire à une agression, pendant que Pavat va se cacher dans la maison voisine. Les voisins de Brenda se sont absentés pour les fêtes et lui ont laissé la clé de chez eux. Pavat y reste au moins une journée, le temps que la police termine ses investigations sur la scène de crime. Lorsqu'il entend le fils des propriétaires pénétrer dans la maison pour prendre le courrier, il recharge son fusil de chasse, éjectant ainsi une douille. Heureusement, le jeune homme reste au rez-de-chaussée. S'il était monté à l'étage, il aurait sans doute lui aussi été abattu. Les enquêteurs ne retrouveront jamais l'arme du crime. Pendant nos investigations, on a découvert que M. Pavat avait acheté un pistolet de calibre 22 chez un armurier du coin, 1 mois avant le meurtre. Il avait carrément utilisé sa carte de crédit. On avait toutes les pièces du puzzle, mais dans le désordre. Et une fois que petit à petit on a réussi à les imbriquer entre elles, à faire le lien entre tous les indices, on a compris que sa femme était obligatoirement impliquée dans le meurtre. Brenda Andrew et James Pavat sont mis en examen pour meurtre avec préméditation. Mais ils sont jugés séparément. Pavat est le premier sur le banc des accusés. Nous, le jury, déclarons l'accusé James Dwight Pavat coupable de meurtre avec préméditation et le condamnons à la peine de mort. Lors du procès de Brenda, l'avocat général l'a décrit comme une sociopathe sans cœur. L'accusation montre aux jurés ses photos de vacances aux côtés de James Pavat et des enfants, alors qu'elle est encore mariée à Rob. Les jurés entendent également des messages laissés par Brenda sur la boîte vocale de Rob, où elle l'accuse, entre autres, d'être un mauvais père. Hey, it's Brenda. You halfway dad who can't even return calls about your children? You ought to call me if you even care one little ounce. Oh, that's right, you don't. We've been able to figure that out. Mais aussi un appel entre Rob et la mère de Brenda juste avant le crime. She does not like me. It makes it really hard to live there. I mean, I look at her, I just want to break out and cry because I love the girl so much, and I have loved her for a long, long time. And the one thing that I knew that Brenda liked was money. Brenda est elle aussi reconnue coupable d'assassinat. Les preuves médico-légales seront impossibles à contredire pour la défense. Nous, les jurés, et selon le serment que nous avons prêté à la Constitution et à ce tribunal, reconnaissons l'accusé coupable d'assassinat et la condamnons à la peine de mort. Brenda Andrew est à ce jour la seule femme condamnée à mort dans l'État d'Oklahoma. Pendant 4 ans, je me suis posé et reposé la question. Pourquoi Brenda et Jim ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils ôté la vie de Rob Andrew?
Et encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à concevoir qu'on puisse accorder aussi peu d'importance à la vie humaine. Il faut vraiment être un monstre pour être capable d'une telle chose. L'avocat général décrira ce crime comme l'un des plus sanglants qu'il ait jamais vu. L'affaire était particulièrement complexe. On se demandait comment on allait faire pour tout bien expliquer en aussi peu de temps, avec autant d'éléments. En fait, je crois que le jury voulait surtout savoir ce qui s'était réellement passé au moment fatidique. L'épreuve physique vous raconte toujours une histoire. Le plus dur, c'est de réussir à l'interpréter de la bonne manière. Et c'est à nous que revient cette tâche. En additionnant 2 mobiles cousus de fil blanc, reconnaissons que les amants criminels ont facilité la tâche des enquêteurs. Ils n'ont pas dissimulé leur liaison. Et ils ont falsifié le contrat d'assurance vie du mari trompé, dans le but, bien sûr, de s'approprier la somme de 800 000 $. Les preuves matérielles, analyse graphologique, études balistiques et examens sanguins n'ont fait que confirmer les soupçons qui pesaient sur eux dès le début de l'enquête. Sachez encore que, se voyant démasqués, James Pavat et Brenda Andrews ont pris la fuite au Mexique. Ils ont été arrêtés 3 mois plus tard à un poste frontière et traduits en justice en 2003. Condamnés à la peine capitale, Brenda Andrews n'a manifesté aucune émotion, n'a exprimé aucun regret ni remords d'avoir privé ses 2 enfants de la présence de leur père. Alors ainsi que son complice, elle attend aujourd'hui l'exécution de la sentence dans le couloir de la mort. Dans les années 1930, Edmond Locard, le précurseur de la criminalistique moderne, affirmait que victimes et criminels offrent aux policiers suffisamment d'indices pour être, dans presque tous les cas, identifiés ou démasqués. Alors non seulement son analyse n'a jamais été démentie, mais les progrès combinés de nouvelles technologies, comme la biologie et l'informatique, ont permis aux enquêteurs d'exploiter de minuscules indices. Bill Lowes, 47 ans, est chauffeur poids lourd. C'est un employé modèle. Son patron sait qu'il est consciencieux et qu'il peut compter sur lui. C'est pourquoi lorsqu'il ne vient pas travailler pendant 2 jours d'affilée, son responsable appelle sa famille pour savoir ce qui se passe. Je travaille juste en bas de chez Bill. Donc j'ai dit à ma femme que j'irais faire un tour chez lui. Et je suis allé chez lui. La voiture de Bill est garée dehors et la porte de sa maison est ouverte. À l'intérieur, Joe découvre son frère. Il n'a jamais rien vu d'aussi horrible. Il était allongé dans son lit. Il y avait du sang partout par terre et sur les murs. C'était une scène effroyable. Les policiers m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de sang sur un plafond. Le corps de Bill est sous les draps. Il est froid, ce qui indique qu'il est mort depuis un certain temps. On ne pense jamais que ça peut arriver à l'un de nos proches. Dans la petite ville de Cap Girardeau, dans le Missouri, la police et le shérif connaissent bien Bill Lowes. Selon eux, c'était quelqu'un de sympathique. Il n'avait pas fait d'études, mais il était travailleur. Et il passait son temps libre à jouer au billard dans un des bars de la ville. Il avait la réputation d'être pas mal porté sur la bouteille, mais ça s'arrêtait là. Rien n'indiquait qu'il était mêlé à un trafic de drogue, qu'il appartenait à un gang ou qu'il était impliqué dans d'autres activités illégales. Il n'y a aucun signe d'effraction dans sa maison, mais Bill Lowes ne fermait jamais ses portes à clé. Ses amis et sa famille le savaient. La personne qui avait commis ce crime devait savoir que la porte d'entrée était ouverte, ou alors elle avait une clé. Donc c'était forcément un proche de la victime. Le fait qu'on ait retrouvé son portefeuille dans l'une des poches de son pantalon indiquait que le vol n'était pas le mobile du meurtre. Les statistiques sont formelles. En fait, dans 75% des cas, la victime connaît son meurtrier ou a un lien avec lui. En général, c'est soit un ami, soit un membre de la famille. Le docteur Mary Case, médecin légiste, pratique l'autopsie et conclut rapidement qu'il s'agit d'un meurtre.
Il avait 4 grandes blessures qui partaient de derrière l'oreille jusqu'à l'arrière du crâne. Elle trouve aussi des preuves indiquant que la victime dormait et n'a pas entendu le tueur arriver. Il ne présentait aucune blessure défensive. Ce sont des blessures que l'on voit parfois quand la victime lève la main ou le bras pour essayer de se protéger. D'où ces blessures, mais là, ce n'était pas le cas. Bill Lawes était totalement sourd d'une oreille et partiellement de l'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas entendu le tueur pénétrer chez lui et qu'il a été tué dans son sommeil. L'attaque a été d'une grande violence. La victime était allongée dans son lit et vu les éclaboussures de sang, on voyait bien qu'il n'avait même pas eu le temps de réagir. La police ne retrouve pas l'arme du crime chez Bill Lawes, mais selon le médecin légiste, il s'agirait d'un objet long et droit. Il pouvait s'agir d'un pied de biche ou d'une batte de baseball. La police ne trouve aucune empreinte digitale dans la maison. Mais dehors, elle découvre une première preuve. Une trace de pas dans la boue. Il avait plu ce jour-là à Cap Girardeau. Donc si l'empreinte était là depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, la pluie l'aurait effacée. Les techniciens de scène de crime effectuent un moulage de la trace de pas avec du plâtre, une méthode vieille de plus de 2 siècles. Lorsque le plâtre durcit, les enquêteurs obtiennent une empreinte de la chaussure. Si on arrivait à trouver la personne qui portait ces baskets, on pouvait au moins prouver sa présence sur les lieux, au moment où on situait approximativement le meurtre. Il n'existe aucune branche de la science policière qui soit aussi importante et négligée que l'art de comprendre les empreintes de pas. C'est Conan Doyle qui fait dire ça à son célèbre détective dans son roman « Une étude en rouge ». Remarque judicieuse, qui n'a rien perdu de sa pertinence 1 siècle et demi plus tard. L'empreinte des semelles de chaussures fournit en effet aux enquêteurs une mine de renseignements. Elle peut indiquer le sexe et la taille du suspect, et éventuellement sa corpulence, en prenant en compte la pression des pas exercée sur une surface molle. Elle renseigne aussi sur les points d'entrée et de sortie sur une scène de crime. En plus de la marque et du modèle de chaussures, les empreintes se distinguent par les traces d'usure et les défauts de fabrication. Pour effectuer l'émoulage, le plâtre a peu à peu été remplacé par des résines. Et un procédé électrostatique permet de recueillir les empreintes latentes visibles en lumière rasante sur des surfaces sèches, comme les tapis ou les revêtements de sol synthétiques. Alors dans notre affaire, les policiers effectuent un moulage traditionnel au plâtre et envoient une photographie de l'empreinte à une base de données qui répertorie plusieurs dizaines de milliers d'échantillons. Mais tout en explorant cette piste, ils doivent aussi découvrir le mobile du meurtrier. Pour trouver un suspect, les enquêteurs doivent découvrir qui voulait la mort de Bill Lawes. Après l'enterrement, je ne sais pas combien de personnes sont venues me voir pour me dire que Bill les avait aidés. Il les avait hébergés, il leur avait donné à manger, ou il les avait dépannés. Bill était comme ça, c'était tout lui. Et qu'il soit mort de cette façon, c'est vraiment pas juste. Les enquêteurs s'intéressent d'abord aux suspects habituels. On cherche d'abord parmi les collègues de travail. Peut-être que l'un d'entre eux lui en voulait. On essaie de voir s'il n'avait pas une aventure avec une de ses collègues, s'il n'y avait pas un mari jaloux qui aurait pu lui en vouloir. Bill Lawes vivait seul, mais il avait 3 ex-femmes. 80% des meurtres sont des crimes passionnels. Quand on tue quelqu'un, c'est soit qu'on l'aime trop, soit qu'on le déteste. Et pour ressentir ce genre de sentiment, il faut être très très proche de la victime. Lui et sa première ex-femme étaient en bons termes. Ils avaient eu un enfant ensemble. Avec sa deuxième femme, je crois qu'ils étaient en bons termes aussi. C'est juste que ça n'avait pas marché entre eux.
Ses deux premières ex-femmes ont un alibi pour la nuit du meurtre. Son troisième mariage, c'était une autre histoire. Vanda Kennup, 39 ans, a été mariée à Bill Lowes pendant 2 ans. Quand j'ai rencontré Bill, c'était quelqu'un de gentil et de bon, mais sa famille ne m'a pas accepté. Il y a un vieux dicton dans le sud de l'Illinois qui dit « Si tu ne viens pas du bon côté de la voie de chemin de fer, tu n'as pas ta place ici. » Et moi, je venais du mauvais côté. Bill était le 6e mari de Vanda et elle était convaincue qu'il était le beau-père idéal pour son fils de 17 ans, Brian. C'était un type formidable. J'adorais passer du temps avec lui. Je l'accompagnais souvent dans ses tournées. On allait jusqu'à Saint-Louis et on revenait. Je lui donnais un coup de main. Vanda et Bill avaient tous deux un problème d'alcool et il leur arrivait d'en venir aux mains quand ils se disputaient. Quand il se mettait à boire, ça dégénérait. Quand il était saoul, c'était une vraie pourriture. Une fois, il m'a violemment battu. C'est là qu'on a décidé de se séparer. Bill n'était pas un mauvais bougre, même si certains essaient de faire croire le contraire. Il n'était pas méchant. Lorsque Bill est assassiné, le couple est déjà divorcé depuis 1 an. Pourtant, les enquêteurs apprennent que Vanda est toujours la bénéficiaire de l'assurance vie de son ex-mari, qui s'élève à $20 000. Elle avait 20 000 raisons de vouloir le tuer. Ils étaient séparés et elle avait des problèmes d'argent. C'était un mobile possible et les enquêteurs devaient s'y intéresser. Vanda nie catégoriquement être impliquée dans le meurtre de son ex-mari. La police m'a interrogé au sujet de cette assurance vie, mais je n'étais pas du tout au courant. De plus, Vanda possède un alibi. La nuit du meurtre, elle se trouvait dans un bar avec son nouveau petit ami. Plusieurs témoins les ont vus. On a pu établir qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire. Son fils Brian a également un alibi solide. Au moment des faits, il était parti camper avec son ami Michael Hale. Michael Hale confirmait l'alibi de Brian. Ils étaient allés pêcher et ils pouvaient le prouver. Il avait les reçus des magasins où ils avaient acheté tout ce qu'il leur fallait pour aller camper. Personne ne semble avoir de mobile. Et rapidement, l'enquête piétine. Brian Crew a un alibi pour la nuit du meurtre de son beau-père. Il dit qu'il campait avec son meilleur ami Michael Hale et celui-ci corrobore son histoire. Les enquêteurs l'interrogent pour la forme, sans attendre grand-chose de cette entrevue. Il ne tire aucun avantage financier de la mort de son beau-père et apparemment, il s'entendait bien avec lui. Il était le père que je rêvais d'avoir et que je n'avais jamais eu. On passait de super moments ensemble. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu durant mon enfance. Oui, qui a massacré Bill Lowes à coups de hache? Le mobile n'étant pas le vol, les policiers s'intéressent à l'entourage de la victime. Les 2 premières ex-épouses de Lowes possèdent des alibis et pas de mobile. La dernière, Vanda Kennup, entretenait avec lui des relations orageuses et elle avait demandé le divorce après 1 an de mariage pour ne plus avoir à subir les maltraitances que Lowes lui infligeait en état d'ivresse. Vanda est par ailleurs bénéficiaire d'une assurance vie de $20 000 qu'elle touchera en cas de décès de son ex-mari. Mais, durant la nuit du meurtre, elle a été vue dans un bar par plusieurs témoins. Son fils, Brian Crew, 17 ans, affirme pour sa part ne nourrir aucun grief à l'égard de son ex-beau-père. Et il possède lui aussi un alibi. Mais tandis qu'un shérif procède à un interrogatoire de routine, il remarque que le garçon porte aux pieds des chaussures de sport dont les semelles pourraient être similaires aux empreintes prélevées à l'arrière de la maison de Bill Lowes. Et il décide aussitôt d'en avoir confirmation. Je peux voir vos chaussures? Je lui ai demandé de me montrer les semelles de ses chaussures.
Et quand je les ai vues, j'ai trouvé qu'elles ressemblaient énormément aux empreintes de pas retrouvées chez la victime. L'expert Dave Warren est chargé d'examiner les chaussures. Quand on a les chaussures, on les compare directement au moulage en plâtre. C'est une reproduction en relief de l'empreinte de la semelle, ce qui permet de les comparer. Mais le moulage de la semelle n'est pas de très bonne qualité. Lorsqu'on marche dans la boue, il arrive que la chaussure glisse. Il permet toutefois de déterminer la taille, la marque et le modèle de la chaussure, et on voit suffisamment le dessin de la semelle pour effectuer une comparaison. Les traces d'usure du dessin de la semelle, qui se trouvait sur le moulage en 3 dimensions, correspondaient à celui de la semelle du suspect. C'était une information capitale. On avait trouvé des traces de pas et elles correspondaient aux chaussures du suspect. J'étais assis là en face de lui et je me suis dit que c'était comme une partie d'échecs. Quelle stratégie allait-il adopter? Et lui, il était assis à l'autre bout de la table, en train de penser « Maintenant, ils savent que c'est mes chaussures. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter ?» Mais le suspect a une explication très simple. Il explique qu'il est allé chez Bill Lowe's quelques jours avant le meurtre pour récupérer des affaires de sa mère. Et c'est à ce moment-là qu'il a laissé son empreinte de pas. La police doit donc vérifier son alibi pour la nuit du meurtre. Et celui-ci n'est finalement pas si solide. La police découvre que l'ami du suspect, Mike Hale, 31 ans, a déjà été condamné pour vol. Michael Hale avait déjà fait de la prison. Il savait que l'enjeu était énorme. Au début, Michael Hale a corroboré l'alibi de son ami, mais sous la pression, il change sa version des faits. À un moment, il a dit « Bon, je vais vous dire ce que je sais ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'alibi de Brian Crew ne tenait pas la route. Michael Hale admet qu'il était avec Brian Crew la nuit du meurtre et qu'ils se sont arrêtés chez Bill Lowe's. Hale dit qu'il a attendu dehors pendant que Brian est allé parler avec son beau-père. Brian est revenu quelques minutes plus tard, couvert de sang, avec une hache à la main. Et bien sûr, à ce moment-là, Mike lui a fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Crew lui aurait répondu « Bill Lowe's ne fera plus jamais de mal à ma mère. » Ils ont roulé jusqu'à l'entrée d'un parc tout proche, où Brian a jeté la hache sur le toit d'un bâtiment inoccupé. La police retrouve la hache à l'endroit indiqué par Michael Hale. Il n'y a pas d'empreinte dessus, mais il y a plusieurs cheveux et du sang séché. Les cheveux sont identiques à ceux de Bill Lowe's. L'expert scientifique a étudié le cheveu et il est arrivé à la conclusion que seule une personne sur 4500 pouvait avoir des cheveux avec les mêmes caractéristiques. Le sang sur la hache est de groupe A, le même que celui de la victime. À cette époque, les analyses ADN n'existent pas encore. Les experts recourent à une technique appelée électrophorèse. Ils exposent le sang à un champ électrique, ce qui leur permet de séparer puis d'identifier les enzymes. Le résultat est sans appel. Il s'agit bien du sang de la victime. La découverte, puis l'utilisation de la signature ADN appliquée aux affaires judiciaires ont révolutionné la criminalistique. Néanmoins, avant leur apparition, différentes techniques existaient pour identifier des éléments biologiques tels que le sang. Aujourd'hui, électrophorèse, chromatographie sont toujours largement utilisées dans les laboratoires de police scientifique pour analyser des indices matériels fins comme des débris d'explosifs, des traces de peinture ou des fragments d'alliage complexes. Leur principe consiste à séparer les différentes particules en fonction de leur charge électrique et d'obtenir ainsi l'empreinte chimique d'une molécule. Dans notre affaire, les experts cherchent à avoir confirmation que le sang retrouvé sur la hache utilisée par Brian Crew appartient bien à la victime. Seules 3 personnes sur 100 pouvaient avoir la même combinaison d'enzymes.
Et Bill Lowe's était l'une d'entre elles. Nous avions une arme dont nous pouvions dire avec certitude qu'elle avait servi à tuer Bill Lowe's. Mais les enquêteurs doivent encore prouver que Brian Crew est l'assassin. Ou peut-être s'agit-il en réalité de Michael Hale. Les preuves médico-légales indiquent que Bill Lowe's a été frappé à mort avec une hache retrouvée à quelques kilomètres de chez lui. Mais il n'y a aucune empreinte sur l'arme du crime. Les enquêteurs ne savent donc pas qui tenait l'arme. Michael Hale accuse Brian Crew. Mais Brian Crew nie les faits. Je peux vous regarder dans les yeux. Vous pouvez m'attacher à un détecteur de mensonges et je peux vous dire catégoriquement que je n'ai pas tué Bill Lowe's. Je n'ai pas comploté pour le tuer et je passerai tous les tests que vous voudrez. Brian Crew prétend que c'est Hale qui a tué son beau-père. Les enquêteurs saisissent donc les vêtements que les deux hommes portaient la nuit du meurtre pour les faire analyser. Il n'y a aucune trace de sang sur les vêtements de Michael Hale. S'il était impliqué dans le meurtre, il aurait eu du sang sur ses affaires. Mais sur le sweat et le jean de Brian Crew, les enquêteurs découvrent de minuscules éclaboussures de sang, des traces de sang qui correspondent tout à fait à celles que l'on observe lorsqu'une personne est violemment frappée. Et le sang est celui de Bill Lowe's. Le sang sur le sweat prouvait que la victime et le suspect avaient été ensemble à un moment donné et que la victime saignait. C'était très important. Brian Crew admet désormais qu'il était bien chez Bill Lowe's la nuit du meurtre, mais il plaide la légitime défense. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? En fait, j'avais encore des affaires à moi chez lui et j'y suis allé pour les récupérer. Il a essayé de me frapper avec la hache. Je lui ai pris des mains et je l'ai frappé à la tête. Je l'ai frappé, mais je sais que je ne l'ai pas tué. Il respirait encore quand je l'ai mis dans son lit. Il était vivant quand j'ai quitté la maison. Brian Crew déclare que c'est Michael Hale qui est revenu plus tard sur les lieux et qui a tué son beau-père. Mais les preuves scientifiques contredisent sa version des faits. Il n'y a aucune preuve que l'agression ait eu lieu dans la cuisine, comme Brian Crew le prétend. S'il avait été frappé dans la cuisine, il y aurait dû avoir du sang dans cette pièce. Or, il n'y en avait pas. Et il y a d'autres incohérences dans son histoire. Vu sa façon de parler, je savais qu'il avait bu. Pourtant, le rapport toxicologique révèle que Bill Lowe's n'avait pas bu une seule goutte d'alcool ce soir-là. Il racontait des choses qui étaient fausses. Il ne disait pas la vérité. Quand quelqu'un ment comme ça, on se dit tout de suite que si cette personne ment, c'est forcément qu'elle a quelque chose à cacher. Raconter un mensonge aussi énorme, de dire qu'il était saoul alors que de toute évidence, ce n'était pas le cas, rien que ça, on se dit qu'il a vraiment quelque chose à cacher. Brian Crew est arrêté et inculpé du meurtre de son beau-père. Le procureur pense que son mobile était l'argent, qu'il a voulu tuer son beau-père avant que celui-ci ne décide de changer le nom du bénéficiaire de son assurance vie. Les preuves indiquent que Brian Crew s'est faufilé jusqu'à la maison de Bill Lowe's et a regardé par la fenêtre de sa chambre pour vérifier qu'il était bien endormi. C'est là qu'il laisse une trace de pas dans la boue. Il pénètre ensuite dans la maison, prend la hache qu'il garde d'habitude près de lui pour se défendre et le frappe à mort. Les éclaboussures de sang sur les vêtements du jeune homme, les murs et le plafond de la chambre prouvent qu'il a tué Bill Lowe's dans cette même pièce. Il se débarrasse ensuite de l'arme du crime en la jetant sur le toit d'un bâtiment vide. Mais il a agi devant un témoin.
La police a conclu un marché avec Michael Hale. C'est devenu une balance, un mouchard. Appelez ça comme vous voudrez. Les jurés délibèrent pendant seulement 1 heure. Ils déclarent Brian Crew coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Quant à Michael Hale, il est condamné pour entrave à la justice. Il ne passera qu'1 mois en prison. Le procureur n'a trouvé aucune preuve suggérant que la mère de Brian Crew était impliquée dans ce meurtre. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Au cours de notre interview, Brian Crew a menacé Michael Hale si un jour il sortait de prison. S'il y a une justice, Michael Hale paiera. Ce que je sais, c'est qu'un jour, je sortirai d'ici. S'il y a une justice dans ce monde, je sortirai un jour. Je retournerai peut-être en prison, mais cette fois, ce sera pas pour rien. Pour le procureur, c'est ce type de raisonnement qui a conduit Brian Crew en prison. Et il remercie la science d'avoir permis aux enquêteurs de le mettre derrière les barreaux. Au départ, on avait un cadavre dans un lit et on n'avait pas la moindre piste. Et au final, on s'est retrouvé avec un beau-fils qui en fait détestait son beau-père depuis longtemps et qui avait décidé de le tuer pour que sa mère touche de l'argent. Brian Crew a menti et on le savait. La preuve sur la scène de crime contredisait sa version des faits. Et les preuves, elles, ne mentent jamais. Si de futurs assassins ont suivi cette émission, j'espère qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de passer à l'acte. En effet, depuis une 30aine d'années, toute une batterie de nouvelles technologies permet à la police scientifique de résoudre des affaires autrefois insolubles. Autopsie, recherche d'empreintes digitales et d'ADN, analyse vocale, reconstitution faciale, microscope électronique, études balistiques et informatiques, identification des matériaux grâce au spectromètre de masse. Ces outils très sophistiqués permettent maintenant de voir l'invisible et de comprendre l'inimaginable. Merci de nous être fidèles. J'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Une adolescente de 16 ans disparaît. De minuscules fragments de métal, de bois et de peinture révèlent où elle s'est rendue durant la nuit de sa disparition. Mais ces éléments fourniront-ils des indices sur l'identité de la personne qui l'accompagnait? Une animatrice radio est assassinée. La police s'interroge. Qui pouvait bien la détester à ce point? Un bout de plastique, un chien renifleur et une éponge vont permettre aux enquêteurs de résoudre cette affaire. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Dans le combat sans merci qui oppose policiers et délinquants, les armes sont parfois inégales. Face à l'horreur et à la sauvagerie des crimes qu'ils doivent résoudre, les policiers s'appuient sur leur expérience et sur les technologies de pointe pour mener leur enquête. Et entre un objet contondant et un minuscule fragment d'aluminium, leur ingéniosité leur permet alors de révéler d'infimes détails qui suffiront à confondre le meurtrier. Et l'arme la plus efficace n'est alors pas nécessairement celle que l'on croit. Tracy Parker a 16 ans. Entre l'école, le sport, les devoirs et son petit boulot, la jeune fille a une vie bien remplie. Elle consacre le peu de temps libre qui lui reste à sa passion, l'équitation.
On montait à cheval depuis qu'on était petite. En fait, mon père a acheté le seul poney qu'on ait jamais eu à la maison quand j'avais 4 ans, je crois. Les chevaux et les animaux ont toujours fait partie de notre vie. Les voisins de Tracy, Wayne et Sharon Fry, la laissent souvent monter leurs chevaux. En échange, la jeune fille nettoie les box. Mais après l'une de ces visites chez eux, Tracy disparaît. On ne la reverra jamais. Ma mère savait que Tracy devait aller là-bas pour monter. Au bout d'un moment, quand elle a vu qu'elle ne rentrait pas, elle a essayé de l'appeler. Et après, elle est allée chez les Fry pour savoir s'ils savaient où elle était. Les Fry disent aux parents de Tracy qu'ils sont allés dîner dehors et qu'à leur retour, Tracy n'était pas chez eux. Mais ils ont remarqué que le cheval préféré de la jeune fille transpirait, ce qui indique que quelqu'un l'a monté. De plus, le matériel d'équitation a été utilisé puis rangé. Tout semblait être en ordre dans leur maison. Et ma mère a continué à passer des coups de fil. Les parents de Tracy signalent sa disparition à la police. En l'absence d'indices, quand un adolescent ne rentre pas chez lui et qu'il a disparu depuis moins de 24 heures, on considère d'office qu'il s'agit d'une fugue. Et on oriente l'enquête dans ce sens. Les amis, les voisins, la police et des volontaires se mettent à la recherche de Tracy. Mais elle reste introuvable. 5 jours plus tard, les vêtements de la jeune fille sont découverts dans une forêt située à 3 km de chez elle. Les vêtements étaient en tas, roulés en boule. Ils avaient été jetés dans les buissons depuis la route. Les vêtements étaient en très mauvais état. Ils étaient pleins de sang. Et comme il y avait presque tous ces habits, on a tout de suite pensé au pire. Toute la famille était bouleversée. Pour nous, ce jour-là, ça a vraiment été terrible. Tout près des vêtements se trouve une serviette rouge et une couverture orange, toutes deux maculées de sang. À cette époque, les analyses ADN ne sont pas encore très répandues, mais grâce à un test sérologique, les experts scientifiques déterminent que le sang retrouvé est du groupe O, le même que celui de Tracy. Tracy ayant disparu après s'être rendue chez les Fry, la police fouille la maison et les écuries, et ils y font une découverte surprenante. J'ai découvert des taches de sang sur la porte menant au sous-sol. J'ai trouvé ça très suspect. Il est évident qu'il s'agit d'éclaboussures de sang. Ce n'était pas une tache, ni une goutte. Le sang avait éclaboussé la porte avec une certaine force. Interrogés par la police, les Fry déclarent que le sang s'est retrouvé là à la suite d'un accident, une explication que les enquêteurs trouvent bien commode. J'en ai parlé à Wayne Fry. Je lui ai demandé s'il s'était blessé ou quelque chose, et il était effectivement blessé au pouce. Tout laisse à penser que la maison des Fry cache une scène de crime. Mais les parents de Tracy espèrent toujours que leur fille est en vie. Ramenez-la à la maison. C'est tout ce que j'ai à dire. Tracy Parker, 16 ans, est allée chez ses voisins pour monter un de leurs chevaux. Ensuite, elle a mystérieusement disparu. Ses vêtements et une couverture maculée de sang ont été découverts à 3 km de là. Le fait d'avoir retrouvé ces vêtements nous a mis face à quelque chose que nous ne voulions pas envisager. La serviette rouge retrouvée avec les vêtements fournit une piste aux enquêteurs. La police découvre qu'elle appartient aux voisins de Tracy, les Fry. Ils l'avaient utilisée pour couvrir la fenêtre de leur garage. Ils n'étaient pas du genre dynamique, ils étaient un peu mous. Ils étaient un peu bizarres, sans plus. Mais ils n'avaient pas l'air méchants. Pour moi, il n'y avait aucune raison de se méfier d'eux. Pour moi, tout laissait à penser que la propriété des Fry abritait une scène de crime potentielle. Encore plus troublant, la police a découvert du sang dans la maison des Fry, sur la porte du sous-sol. À ce stade, on avait peut-être découvert le dernier endroit où s'était trouvée Tracy. Mais à la grande déception des enquêteurs, les analyses révèlent qu'il s'agit du sang de l'un des chiens des Fry. Ils avaient 2 gros chiens, et l'un des 2 s'était blessé au bout de la queue. Il était donc possible que le sang qui se trouvait sur la porte
soit celui du chien. Néanmoins, la police continue de soupçonner Wayne et Sharon Fry. Des traces de sang sont observées sur la porte du garage du couple qui autorisait Tracy Parker à monter ses chevaux. Le sang appartient-il à l'adolescente disparue ou au chien de la famille qui s'était blessé? Il y a un peu plus d'un siècle, il était encore impossible aux enquêteurs de différencier le sang humain du sang animal, ou même le sang de n'importe quelle autre substance. Ainsi, si un suspect était appréhendé, les mains couvertes de sang, il pouvait toujours prétendre avoir tué un poulet ou un lapin quelques minutes plus tôt. Il a fallu attendre 1901 et les travaux d'un biologiste allemand pour être en mesure de différencier les taches avec certitude. La première affaire criminelle résolue grâce à cette méthode date de la même année. Ludwig Tesno, un charpentier itinérant, fut accusé du meurtre et du démembrement de 2 garçonnets. Il nia farouchement, arguant que les taches sombres qui maculaient ses vêtements étaient du brou de noix. Mais les tests réalisés à partir de sérum prouvèrent qu'il s'agissait de sang humain. Tesno fut condamné à mort et exécuté. Mais revenons à notre affaire. Wayne et Sharon Fry prétendent qu'au moment de la disparition de Tracy, ils étaient sortis dîner chez des amis. Pourtant, les relevés téléphoniques indiquent qu'un coup de fil a été passé de chez eux à 19h44. Brian Lord, l'homme à tout faire des Fry, a appelé sa petite amie pour lui dire qu'il serait en retard. Brian Lord et sa petite amie venaient d'avoir un bébé. Ils avaient de la famille ce soir-là. C'était leur premier dîner tous ensemble et Brian était attendu. 15 minutes plus tard, Tracy a appelé l'une de ses amies. Tracy a appelé l'une de ses amies vers 20h. Et comme sa copine n'était pas disponible à ce moment-là, Tracy lui a dit de la rappeler. Brian Lord déclare à la police qu'il n'a pas vu Tracy ce soir-là et qu'il a quitté la maison des Fry peu de temps après son coup de fil. Ma sœur m'avait dit, tu sais, ce type qui travaille dans la maison où je monte les chevaux, il dit que tu es très mignonne. Je le connais pas plus que ça. Il m'a juste raccompagnée une fois en voiture, mais il est sympa. Les experts trouvent un indice inhabituel sur les vêtements de Tracy. Un minuscule morceau de métal. Quand on a examiné ces copeaux de métal, on a remarqué qu'il y avait des marques dessus. Il y avait des marques de forme incurvée très caractéristiques, indiquant que le métal avait été travaillé avec une machine. Il s'agit de copeaux provenant d'un tour, une machine qui sert à façonner le métal. Les experts scientifiques utilisent la spectrométrie de fluorescence X pour déterminer la composition chimique des morceaux de métal. Il était composé essentiellement d'aluminium, mais il y avait aussi beaucoup d'autres éléments, des alliages d'aluminium. Trouver du métal sur des vêtements est plutôt inhabituel. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas grand monde qui se balade avec des copeaux d'aluminium sur ses vêtements. Mais les enquêteurs ne trouvent pas de morceaux de métal similaires dans la maison ni dans l'écurie des Fry. Alors que l'enquête continue, une équipe de recherche découvre ce que tout le monde redoutait. Un mois après la disparition de Tracy, le corps à moitié dénudé de la jeune fille est découvert dans un champ situé à 5 km de chez elle. C'est comme si mon enfance avait pris fin le jour où Tracy est morte. Tout d'un coup, il fallait que je sois une adulte avec ses problèmes, ses responsabilités et tout le reste. Les choses auxquelles il faut faire face quand on vit une tragédie comme celle-là. J'ai perdu mon innocence en quelque sorte. L'autopsie révèle que Tracy est morte d'un coup porté à la tête avec un objet contondant. Apparemment, elle a été tuée à peu près au moment de sa disparition. Elle a également subi des violences sexuelles. Sur son corps, il y a des copeaux de métal identiques à ceux retrouvés sur ses vêtements, ainsi que des fragments d'une peinture verte, apparemment très ancienne et patinée.
À partir de ce moment-là, les policiers ont commencé à rechercher un site de construction ou un magasin de bricolage où ils travaillaient le bois. Le bois venait bien de quelque part, le métal venait bien de quelque part aussi. Alors ils sont allés sur le terrain, à la recherche d'un chantier ou d'un magasin qui pourrait avoir un lien avec les indices recueillis. Les enquêteurs savent que s'ils parviennent à identifier l'origine des fragments de métal et de peinture, ils tiendront le meurtrier de Tracy. La police a découvert que le soir de sa disparition, Tracy avait passé un coup de fil de la maison des Fry aux environs de 20 h. Brian Lord, l'homme à tout faire des Fry, a lui aussi utilisé le téléphone 15 minutes plus tôt, mais il prétend ne pas avoir vu la jeune fille. Il dit qu'il s'est arrêté à l'atelier de son frère en rentrant de chez lui. La police examine les lieux, mais ne trouve rien de suspect. Rien ne nous a sauté aux yeux. Il ne semblait pas s'être passé quelque chose dans l'atelier. Brian Lord autorise les enquêteurs à examiner son pick-up et les vêtements qu'il portait le soir de la disparition de Tracy. Ils ne trouvent aucun indice. Mais ses voisins l'ont vu laver son véhicule avec un tuyau d'arrosage ce soir-là. On avait des témoins qui l'avaient vu laver son pick-up, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait lavé son pick-up torse nu, alors qu'il faisait à peine 15 degrés dehors. C'était plutôt bizarre. Naturellement, les enquêteurs trouvent cela suspect. Ils décident donc de retourner examiner l'atelier du frère de Brian Lord. Le sol est incroyablement propre et comme recouvert d'une substance huileuse. Pour savoir ce qu'il y a en dessous, les techniciens vaporisent le sol avec du leucomalachite vert, un révélateur qui réagit au contact des protéines contenues dans le sang humain. En quelques secondes, de larges taches de sang apparaissent. Ça ne se voyait pas à l'œil nu, mais il y avait beaucoup de sang. Je n'en revenais pas. Aubaine pour les enquêteurs et la justice. Le sang est une substance qui s'efface difficilement. 200 litres d'eau sont nécessaires pour nettoyer 1 litre de sang versé, mais ne suffisent pas à en faire totalement disparaître les traces. Plus encore, des gouttes s'incrusteront toujours dans les interstices des planchers et des carrelages. Pour les mettre en évidence sur des scènes de crime potentielles, les experts utilisent plusieurs produits qui réagissent avec le fer contenu dans l'hémoglobine, comme le luminol ou le Blue Star. Conçu sur le même principe, le leucomalachite vert est un colorant qui réagit aux protéines contenues dans le sang humain. L'avocat de Brian Lord suggère que la chienne de son client pourrait très bien avoir eu ses chaleurs récemment et qu'il pourrait donc s'agir de son sang. J'ai dit, il faut faire examiner ce chien. Pourquoi il m'a répondu? Et moi, parce que vu la quantité de sang qu'il y a, il doit déjà être mort à l'heure qu'il est. Un test sérologique montre qu'il s'agit de sang humain et qu'il est du même groupe que celui de Tracy. Les analyses au laboratoire de la police scientifique ont révélé que le sang était de groupe O et contenait une enzyme particulière qu'on ne trouve que chez environ 4% de la population. Et il s'avérait que Tracy était du même groupe sanguin et qu'elle était justement porteuse de cette enzyme. Les experts scientifiques relèvent tous les indices qu'ils trouvent dans l'atelier du frère du suspect. Fragments de peinture, copeaux de métal, éclats de bois, débris, poussière saleté. Tous les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire de la police scientifique. Depuis que le labo a été créé dans les années 70, c'était la première fois qu'on nous envoyait autant d'indices à analyser pour un même dossier. Parmi les centaines d'échantillons collectés, les enquêteurs identifient les fragments de bois et de peinture. Mais les éclats de bois sont trop petits. Il est impossible de dire s'ils correspondent à ceux retrouvés sur le corps de Tracy. Les fragments de peinture blanche sont difficiles à identifier, mais ce n'est pas le cas des fragments verts.
Je n'avais jamais vu une peinture verte comme celle-là. D'après ce que j'ai constaté quand je l'ai examinée, elle était très patinée, très ancienne. C'était la première fois que je voyais une peinture pareille. D'ailleurs, je n'en ai pas revu depuis. Les fragments de peinture sont examinés par les experts scientifiques et les résultats d'analyse sont surprenants. La peinture est identique à celle d'un vieux morceau de clôture retrouvé dans l'atelier du frère de Brian Lord. C'était la même couleur, la même texture, la même épaisseur, le même effet patiné. Tous les composants étaient strictement identiques. D'après le relevé des travaux effectués par Brian Lord, il a démonté cette clôture verte quelques semaines avant la disparition de Tracy et il l'a transportée dans son pick-up. Pour moi, ces éclats de peinture verte prouvaient que Brian Lord était bien lié à la disparition de cette jeune fille. Pour finir, les morceaux de métal trouvés dans l'atelier sont soumis à la spectrométrie de fluorescence X. Ils sont identiques à ceux retrouvés sur le corps de Tracy, sur ses vêtements et sur la couverture orange. Un cheveu retrouvé sur la couverture est examiné au microscope. Il est identique à ceux de Brian Lord. On ne sait pas pourquoi, mais Brian Lord était une personne pleine de haine. C'était un homme mauvais. La scène de crime s'est-elle tenue dans l'atelier du frère de Brian Lord? Les indices récoltés sur place semblent le prouver. Mais pour soutenir le dossier d'accusation du procureur lors d'un futur procès, les experts scientifiques doivent être en mesure de relier chaque élément au suspect. Pour ce faire, ils ont à leur disposition un appareil capable d'identifier de minuscules fragments de matériaux. Un spectromètre de fluorescence X permet en effet de casser les molécules, de les séparer en ions, de mesurer leur charge électrique et d'obtenir un spectre qui fournira en quelque sorte l'empreinte chimique du matériau analysé. Et grâce à cela, les enquêteurs peuvent prouver que d'une manière ou d'une autre, Brian Lord a été en contact avec des éclats de bois et de peinture ou des fragments métalliques retrouvés sur les vêtements de Tracy Parker et sur la couverture qui enveloppait son corps. Lors de son arrestation, Brian Lord clame son innocence. Mais en vérifiant ses antécédents, la police découvre un passé violent. Dans l'enquête sur le meurtre de Tracy Parker, 16 ans, les preuves scientifiques incriminent Brian Lord. En fouillant dans son passé, la police découvre qu'il a de sérieux antécédents. Le suspect a déjà été condamné pour meurtre. Quand il était adolescent, vers l'âge de 13 ans, il est passé chez un de ses amis et il a abattu sa mère par derrière, alors qu'elle étendait le linge. Il n'avait aucun mobile, il l'a simplement tuée comme ça. Pour ce meurtre, Brian Lord a seulement passé 6 mois dans un centre de détention pour mineurs. Quand on a appris que Brian Lord avait déjà tué quelqu'un, notre famille s'est sentie trahie. Le système n'avait pas fait son travail. Comment quelqu'un avait pu passer aussi peu de temps en prison pour un crime aussi abominable? Le procureur pense que Brian Lord avait remarqué la jeune Tracy Parker depuis longtemps. Il travaillait comme homme à tout faire dans la propriété où la jeune fille s'occupait des chevaux. Le soir du meurtre, les Fry étaient sortis dîner. Brian Lord et Tracy se sont retrouvés seuls. Brian Lord a téléphoné à 19h44 à sa petite amie pour lui dire qu'il serait en retard. Il a raccroché seulement 8 minutes avant que Tracy ne téléphone à une amie. Nous sommes pratiquement convaincus qu'ils se sont croisés dans la cuisine. Et plus personne n'a revu Tracy après ça. Brian Lord a certainement proposé à la jeune fille de la raccompagner chez elle en voiture. En chemin, il s'est arrêté à l'atelier de son frère, qui était absent ce jour-là.
et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à attirer Tracy à l'intérieur. Il lui a certainement fait des avances qu'elle a refusées. Les preuves suggèrent que Brian Lord a frappé Tracy à la tête avec un objet contondant avant de la violer. C'est là que de minuscules morceaux de bois, de peinture et de métal se sont accrochés aux vêtements de la jeune fille. Lorsqu'il charge le corps de la victime dans son pick-up, des fragments de peinture verte se transfèrent sur ses vêtements et un de ses cheveux tombe sur la couverture. Le meurtrier abandonne les vêtements, la couverture et le corps de Tracy à différents endroits. Il lave ensuite son pick-up au jet d'eau. Il nettoie également le sol de l'atelier et répand de l'huile de moteur dessus pour camoufler le sang infiltré dans le béton. Mais il ne parvient pas à effacer toutes les preuves. Les outils dont disposent les experts médico-légaux ont permis de le confondre. Ça a été très compliqué. Il nous a fallu énormément de temps pour présenter tous les éléments à charge. Il fallait expliquer d'où ils provenaient et quels liens ils avaient avec les autres preuves qu'on avait relevées ailleurs. Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez lui. Plusieurs fois, quand on était au tribunal, il a fait des remarques quand on passait à côté de lui. Il a dit à mon père, si un jour je sors, peut-être que sa sœur sera la prochaine. C'est le genre de choses qui vous donnent des cauchemars. Mais je n'ai pas à m'inquiéter de ça pour le moment. Peut-être plus tard, mais là, je sais exactement où il est. Brian Lord est jugé et reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à mort. Quelques années plus tard, Brian Lord est rejugé en appel. En 1999, il est de nouveau reconnu coupable de meurtre, mais cette fois, il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Après le premier procès en appel, je crois que c'était la Cour suprême de l'État qui a dit qu'elle n'avait jamais eu à traiter un dossier avec autant de preuves circonstancielles. Et je suis prête à parier que c'est toujours le cas. Sans les preuves médico-légales, je ne suis pas sûr que cette affaire aurait été résolue. Ce sont ces preuves qui ont permis d'assembler toutes les pièces du puzzle et d'incriminer Brian Lord. Par bien des aspects, la résolution de cette affaire est exemplaire, car elle combine plusieurs techniques médico-légales. Relevé d'appels téléphoniques, révélation et analyse de sang sur la scène de crime, emploi de la chimie moléculaire pour identifier des fragments de métal, de bois et de peinture. À cette approche scientifique se sont ajoutées des techniques d'investigation traditionnelles comme l'enquête de proximité, qui avait permis de savoir que Brian Lord avait nettoyé son pick-up à grande eau le soir de la disparition de Tracy, dans le but, bien sûr, de faire disparaître les taches de sang. Cette affaire soulève néanmoins une question d'ordre strictement judiciaire. Comment se fait-il qu'après avoir tué de sang-froid la mère de l'un de ses amis, et alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, Brian Lord ne fut condamné qu'à une peine de 6 mois de détention dans un centre pour mineurs? Comment expliquer qu'il n'ait bénéficié d'aucun traitement médical ou de suivi psychologique? Enfin, comment a-t-on pu le remettre en liberté sans craindre qu'il ne récidive? Les réponses à ces questions ne sont malheureusement plus d'actualité. Une adolescente de 16 ans a perdu la vie dans des conditions atroces, son seul tort ayant été, de retour d'une promenade à cheval, d'avoir croisé la route du psychopathe. Le monde des vedettes du cinéma et du showbiz n'est pas fait uniquement de strass, de paillettes. Une mort tragique peut y survenir, comme dans n'importe quel milieu. Souvenez-vous de Sharon Tate, cette jeune actrice prometteuse, épouse de Roman Polanski, massacrée avec
4 autres personnes par les adeptes sataniques de Charles Manson. Souvenez-vous de l'assassinat du couturier italien Gianni Versace, abattu de 2 balles tirées en pleine tête par un tueur en série. Et la soirée du 8 décembre 1980 demeurera à jamais jour de deuil pour les fans des Beatles quand John Lennon s'écroula devant l'entrée du Dakota Building à New York, tué à bout portant par un certain Mark David Chapman. L'histoire que je vais vous raconter maintenant ne concerne pas une personnalité de premier plan. Non, elle évoque la mort absurde et pathétique d'une vedette locale, dirons-nous, une animatrice de radio, qui s'efforçait chaque nuit de soulager le mal de vivre de ses auditeurs. Les stars de la radio ont beaucoup de fans, mais elles sont rarement harcelées par leurs auditeurs. Peu de gens savent à quoi elles ressemblent, ce qui leur permet de rester plus ou moins dans l'anonymat. Mais ce n'est pas le cas de Debbie Dykes, 31 ans. Elle anime une émission diffusée tard le soir en Virginie. Chaque nuit, elle écoute ses auditeurs et se livre à eux, intercalant chaque conversation de morceaux de musique. Pourquoi ne pas tout faire pour que Marilyn et d'autres ados comme elle ne soient pas déçus cette année? Elle était du genre à dire « Aujourd'hui, je suis comme ci ou comme ça ». Elle leur disait si elle se sentait de bonne humeur, triste, en colère ou heureuse parce que quelque chose de bien venait de lui arriver. Ensuite, elle leur disait « Et vous, quoi de neuf? Appelez-moi pour me raconter » ou « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Elle s'adressait à ses auditeurs comme Madame Tout-le-Monde. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit si accessible qui l'a rendue populaire. Mais un jour, un homme appelle la police. Un drame s'est produit. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle trouve le corps sans vie de Debbie Dykes dans un fossé près du jardin communal où elle avait son potager. À première vue, ça ressemblait à un crime sexuel. Ses vêtements étaient défaits et la position du corps laissait penser qu'il s'agissait d'un crime de ce type. Le vol ne semble pas être le mobile du meurtre. Le sac de Debbie est toujours dans sa voiture, située à quelques mètres de là. De toute évidence, elle s'était débattue derrière sa voiture. Ses barrettes et ses cigarettes étaient par terre. Les traces de lutte étaient évidentes. Il y avait du sang sur la voiture. Près de la voiture de la victime, les enquêteurs trouvent un indice. On a trouvé un petit bout de plastique noir. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était. Il était sur les traces de pneus, ce qui voulait dire qu'il était tombé là après l'arrivée de la voiture. Alors que les enquêteurs fouillent la scène de crime, le petit ami de Debbie, Bill Campbell, arrive sur les lieux. Quand je suis arrivé, un officier de police est immédiatement sorti de sa voiture pour me bloquer le passage. Il m'a dit « Vous ne pouvez pas y aller ». Je lui ai dit « Ma petite amie a un jardin ici, je viens la voir ». Il m'a répondu « Vous ne pouvez pas y aller, il y a eu un meurtre ». Et là, j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Bill Campbell est DJ à la station de radio où travaille Debbie. Il explique aux policiers qu'il est venu car il s'inquiétait de ne pas la voir rentrer. À un moment, il a fini par me dire qu'elle était morte, sans me donner d'autres détails. L'un des collègues de Debbie pense que la jalousie pourrait être le mobile du meurtre. J'ai pensé tout de suite à certaines personnes, comme par exemple des anciens employés de la radio. Peut-être que certains ne l'appréciaient pas, parce qu'ils n'aimaient pas son émission et la trouvaient un peu trop mièvre. Apparemment, Debbie avait confié à des amis qu'elle craignait que quelqu'un s'en prenne à elle. Elle m'a confié qu'elle avait très peur que quelqu'un ne pénètre dans le studio pour la violer et la tuer. Soit elle avait pressenti que quelque chose de ce genre allait arriver, ou alors elle était trop sur ses gardes. Elle était célèbre, donc quelqu'un pouvait très bien l'avoir suivie. Un fan, un déséquilibré. Un peu le même genre de scénario que dans Un frisson dans la nuit. L'émission de Debbie est diffusée à Norfolk, Williamsburg et Virginia Beach. Il y a donc un grand nombre de suspects potentiels. Pour la police, l'enquête s'annonce difficile. La peur était palpable dans toute la communauté.
Les gens ne parlaient que de ça. Que ce soit au supermarché, à la station-service ou au pressing, tout le monde parlait de l'affaire. Debbie Dicus, une célèbre animatrice de radio, a été retrouvée morte dans le jardin communal où elle avait son potager. Une femme fait son potager en plein après-midi, à une heure où il y a du monde, et on la retrouve morte, assassinée. Ce n'est pas comme si elle était allée en pleine nuit dans un endroit malfamé. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarque de nombreuses lacérations sur l'avant et l'arrière de sa tête. Elle a également une ecchymose plutôt inhabituelle sur le dos. D'après la température du corps et la rigidité cadavérique, elle est décédée peu de temps avant l'arrivée de la police sur les lieux. La police nous a dit que la mort ne remontait pas à plus de 2 heures. Dans de nombreuses scènes de séries télévisées, un médecin légiste se penche quelques secondes sur un cadavre avant d'annoncer à l'inspecteur, qui se tient à ses côtés, que la mort remonte à 3 ou 4 heures. Eh bien, cette information est souvent capitale pour les enquêteurs. Alors les médecins se basent sur la température du corps, l'analyse de l'humeur vitrée des yeux, les lividités et la rigidité cadavérique. Alors, après une phase dite de plateau, qui ne varie pas durant les 2 heures qui suivent la mort, la température corporelle chute d'environ 1 degré par heure jusqu'à atteindre la température extérieure. Durant les heures qui suivent, un voile se forme sur la cornée tandis que le globe oculaire se fluidifie. Privé d'irrigation sanguine, le cristallin se pacifie en moins de 3 heures. Des taches violacées apparaissent ensuite sur le cadavre au bout de quelques heures, correspondant à l'accumulation du sang dans les parties basses du corps. Enfin, la rigidité cadavérique se manifeste entre 3 et 4 heures après le décès et se prolonge pendant une douzaine d'heures. Et puis elle disparaît, dans un temps compris entre 6 et 12 heures. Alors dans l'affaire qui nous concerne, les indicateurs superficiels laissent penser que Debbie Dicus a été assassinée peu de temps avant l'arrivée de la police. La cause de la mort est l'asphyxie. L'agresseur de Debbie l'a étranglée, puis l'a achevée en la noyant dans une flaque d'eau. Le médecin légiste ne relève aucune trace d'agression sexuelle. Visiblement, elle s'était défendue. J'aurais voulu qu'elle lui mette une raclée. Les enquêteurs continuent de chercher des indices sur la scène de crime. Ils interrogent toutes les personnes qui se sont rendues dans les jardins communaux ce jour-là. Les gens nous ont parlé d'un jeune homme blond qu'ils voyaient souvent rôder dans le coin. Ils ne se souvenaient pas de la dernière fois où ils l'avaient vu, mais ce n'était pas longtemps avant le meurtre, donc on a essayé de le localiser. Le jeune garçon est souvent au cimetière qui se trouve juste à côté, et la police n'a aucun mal à le retrouver. Nous avons identifié ce jeune garçon, il s'appelait Michael Lapred. Il vivait dans le quartier, un peu plus loin sur Armstead, à environ 3 km de la scène de crime. Mais Lapred n'était pas en ville le jour du meurtre, et il est rapidement éliminé de la liste des suspects. Tout comme le petit ami de Debbie, Bill Campbell. Il était chez lui l'après-midi du meurtre. Les enquêteurs épluchent alors le relevé téléphonique de la radio pour voir si certains des auditeurs ont appelé Debbie plusieurs fois. Durant toutes les années qu'on a passées ensemble à la radio, on a bien dû tomber sur un ou deux fous furieux, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit jamais sentie menacée par l'un d'entre eux. Les enquêteurs tombent enfin sur un indice dans les alentours du potager. À quelques mètres de l'endroit où le corps a été découvert, ils trouvent ce qui ressemble au manche d'une binette. Il est cassé en deux. Visiblement, c'était l'objet avec lequel l'agresseur l'avait frappé plusieurs fois à la tête. Elle avait des blessures importantes sur le dessus de la tête, elle avait le crâne ouvert, ce qui correspondait à des coups violents portés avec une binette. Un chien de la brigade cynophile est amené sur les lieux pour retrouver la piste du tueur. Glenel Fullman demande aux enquêteurs de ne pas toucher la binette tant que le chien ne l'a pas sentie.
Je voulais que personne ne touche la binette. Je leur ai demandé de sortir seulement le manche de l'eau avec un bâton. Je ne voulais pas compromettre la pièce à conviction plus que nécessaire. Le chien renifle le manche. Certains pensent que c'est l'adrénaline qu'il détecte. Bien sûr que les chiens sentent la peur. Quand une personne s'apprête à commettre un crime, elle sait très bien que c'est mal. Et donc, elle a une montée d'adrénaline. Elle a peur. Elle ne veut pas se faire prendre. Son corps dégage une odeur qui la rend d'autant plus facile à pister. Pendant que le chien travaille, un petit groupe de passants curieux s'est formé. Bizarrement, le chien se dirige directement vers eux. Il est passé à côté de sa voiture et il s'est dirigé vers les gens. Je leur ai dit de ne pas bouger, qu'il n'allait pas les mordre, qu'il suffisait de rester immobile. Il s'est dirigé vers un homme, il a reniflé ses jambes de haut en bas, et là, il s'est arrêté et m'a regardé. Pourquoi le chien a-t-il marqué cet homme au milieu du groupe des passants? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir. Je pense toujours à elle, comme un bon souvenir. De façon positive. Je ne m'attarde pas sur la façon dont elle nous a quittés, mais sur ce qu'elle était avant. Après le meurtre de l'animatrice radio Debbie Dykes, la police envoie la binette retrouvée près de son corps au laboratoire médico-légal. On a retrouvé des cheveux sur la lame de la binette qui était couverte de boue, et ces cheveux étaient ceux de la victime. Alors que les humains ne disposent que de 5 millions de cellules olfactives, les chiens en possèdent jusqu'à 200 millions. Ils ont donc un odorat 40 fois plus développé que le nôtre. Largement utilisé en Hongrie depuis 1970, l'odorologie a été officiellement adoptée en France dans le début des années 2000 par la Direction centrale de la police judiciaire. Invisibles et volatiles, les molécules d'odeur peuvent être prélevées sur une scène de crime à l'aide de bandes d'un tissu en viscose. Recouvertes de papier d'aluminium pour faciliter la macération, les bandes imprégnées d'odeur sont ensuite conservées dans un bocal stérile et entreposées dans l'odorothèque du centre d'Écully où elles serviront de référence. Quand un suspect est arrêté pour recueillir sa signature olfactive, on lui fait serrer dans chaque main un tissu pendant environ un quart d'heure. Ensuite, 2 des chiens de la brigade, des bergers allemands pour la plupart, tenteront de relier l'odeur du suspect à l'odeur prélevée sur la scène de crime parmi 4 autres échantillons placebo. Et si le chien reconnaît l'odeur incriminée, eh bien il se couchera devant le bocal. Sur 195 affaires soumises au service d'odorologie de la police nationale, 73 ont abouti à une reconnaissance du meurtrier. Alors, dans notre affaire, le chien policier a reniflé le manche de la binette retrouvée près du cadavre de Debbie Dykes. Puis, il s'est dirigé vers un homme qui se tenait dans la foule des curieux. Cet homme s'appelle Ronald Blanchard. C'est lui qui a retrouvé le corps de Debbie et appelé la police. Il y avait peut-être une explication, mais ça valait tout de même la peine qu'on s'intéresse de près à lui. Ronald Blanchard, 31 ans, est un jeune marié. Il travaille sur un bateau de pêche. Il n'avait apparemment aucune raison de s'en prendre à Debbie, et il affirme que c'est l'un des passants attroupés autour de la scène de crime qui lui a dit qu'elle était une animatrice radio célèbre. J'ai enquêté sur son passé. Je suis allé au camping où il vivait avant et j'ai découvert qu'il avait un passif très lourd. Il avait abandonné ses études et apparemment c'était quelqu'un de très instable. Blanchard nie avoir touché l'outil de jardinage quand il a trouvé le corps de Debbie. Selon lui, il a seulement pris son pouls.
Sur son t-shirt, les experts trouvent des éclaboussures de sang. Les analyses révèlent que ce sang n'est pas le sien. Les protéines et les enzymes identifiées correspondaient à celles de la victime, ce qui signifie que le génome que nous avions isolé pouvait être celui de la victime, mais pas celui du suspect. Blanchard prétend qu'il a taché son t-shirt en se penchant sur le corps de Debbie, une version que les indices semblent confirmer. On obtient une trace de contact lorsqu'un objet plein de sang, par exemple une main ensanglantée, entre en contact avec un objet ou une surface sur laquelle il n'y a pas de sang. Le sang se transfère alors d'une surface à l'autre. Mais Blanchard a d'autres taches de sang sur son t-shirt, dont la présence est plus difficile à expliquer. J'ai identifié au moins 2 zones. Sur son t-shirt et sur son pantalon, où il y avait des taches qui correspondaient à des projections. Les enquêteurs se souviennent alors que Blanchard était en train de chasser lorsqu'il a découvert le corps de Debbie. Ils lui demandent donc sa carabine. Non seulement elle était couverte de boue, mais en plus le canon était tordu et le verrou était hors service. Il était cassé et il manquait un bout. Ce qui pourrait indiquer que la carabine a été utilisée comme une batte pour frapper quelque chose. Sans compter que le morceau de plastique retrouvé près du corps de Debbie est justement le morceau qui manque sur la carabine de Blanchard. On lui a demandé s'il s'était approché du véhicule de la victime et il a dit non. L'ecchymose sur le dos de Debbie est de la même forme que la crosse de la carabine. Mais ce n'est pas tout. On a retrouvé des cheveux sur le canon de la carabine. On en a prélevé 2, on les a examinés au microscope et il s'avérait qu'ils avaient été arrachés. Les cheveux retrouvés sur la carabine de Blanchard sont comparés à ceux de Debbie. L'examen au microscope révèle qu'ils sont identiques. De plus, Debbie avait raconté à son petit ami qu'elle s'était disputée avec un homme qui chassait tout près des jardins communaux. Elle m'a dit qu'elle avait vu un type avec une carabine. Elle ne l'a pas décrit et je n'ai pas eu l'impression qu'elle avait peur de lui. Elle était seulement un peu contrariée qu'il tue les oiseaux. Une autre question taraude les enquêteurs. Si Blanchard a tué Debbie, pourquoi a-t-il appelé la police? Ronald Blanchard prétend avoir trouvé le corps de Debbie en rentrant de la chasse. D'après lui, il a mis du sang sur son t-shirt et son pantalon en voulant lui venir en aide. Pour en avoir le cœur net, l'expert médico-légal, Norm Tyler, enfile une combinaison blanche et procède à une expérience. Il prend une éponge imbibée d'un liquide rouge et la place sur un casque de moto. Il la frappe ensuite avec une binette identique à celle retrouvée sur la scène de crime. J'ai porté un certain nombre de coups avec la binette et j'ai obtenu le même type de tache que celle observée sur le t-shirt du suspect. Plus il frappait fort, plus les projections allaient loin, et plus les taches étaient petites. C'est une loi physique tout à fait logique. Mais c'est une chose à laquelle on n'avait pas forcément pensé au début. Pour les experts scientifiques, les taches de sang sur le t-shirt de Blanchard ne peuvent s'expliquer que d'une seule façon. Il était présent au moment des faits. Il y avait des taches sur le haut du t-shirt, au niveau de la poitrine et des 2 manches. Et il y avait d'autres taches dans le dos, sur le haut du t-shirt. Tout comme les experts en balistique sont capables de reconstituer une scène de crime en analysant la trajectoire des projectiles, leur vitesse et leur impact, les spécialistes des traces de sang peuvent décrypter le mode opératoire d'un meurtrier. Alors disons qu'il existe 3 familles de taches de sang. Les taches larges indiquent que des coups ont été portés à faible vitesse ou que le corps a stagné sur le sol.
Les éclaboussures à moyenne vélocité sont provoquées par des armes blanches ou des objets contondants. Et enfin, et c'est le cas qui nous intéresse dans notre affaire, les taches à haute vélocité produisent une brume de fines gouttelettes. Par ailleurs, le dos du t-shirt de Ronald Blanchard, l'assassin présumé, est également couvert de taches, ce qui indique qu'il a effectué un mouvement d'avant en arrière au-dessus de sa tête avec un objet ensanglanté. Il n'y avait pas d'autre explication. Il pouvait nous raconter ce qu'il voulait et prétendre qu'il s'était taché en voulant prendre son pouls. Ça ne suffisait pas à expliquer la nature de ces taches. Il ne pouvait pas s'être retrouvé avec des taches comme ça, simplement en se penchant sur elles. Pour moi, en tant qu'observateur, ils m'ont convaincu à 100%. Les traces sur le jean de Blanchard prouvent également qu'il y a eu lutte. Il y avait des traces vertes sur les genoux, comme si la personne s'était agenouillée dans l'herbe. Ronald Blanchard est arrêté et inculpé de tentative de viol, enlèvement et meurtre. C'est pas moi! Le procureur pense que Blanchard a rencontré Debbie par hasard dans le jardin communal. Ce n'était sans doute pas la première fois qu'ils se voyaient. Les preuves indiquent qu'il l'a frappée avec la crosse de sa carabine. Elle essaie de s'enfuir et il la frappe de nouveau. C'est là qu'il casse le verrou en plastique de sa carabine, que les enquêteurs retrouveront ensuite près de la voiture de Debbie. Selon toute vraisemblance, il l'a agressée pour la violer, mais visiblement, elle s'est défendue de toutes ses forces. Blanchard l'a donc frappée à plusieurs reprises avec la binette, ce qui explique les petites éclaboussures de sang sur son t-shirt. Il l'a ensuite achevée en l'étranglant. Lorsqu'il rentre chez lui, sa femme remarque qu'il a les mains pleines de sang. Il est donc obligé de lui mentir et lui raconte qu'il a trouvé un cadavre. Pour que sa femme croie à son histoire, il n'a pas d'autre choix que d'appeler la police. J'ai trouvé un cadavre. Il avait appelé la police, donc il était obligé de continuer dans son mensonge. Il fallait qu'il fasse croire à son histoire jusqu'au bout. Il retourne alors sur la scène de crime pour parler avec les policiers. Mais le chien l'identifie. C'était la première fois que j'avais recours à la brigade cynophile pour exploiter une preuve à charge et retrouver la piste d'un suspect. C'est un métier que j'ai découvert à ce moment-là et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. D'après sa maîtresse, le chien Robbie a déjà travaillé sur des centaines d'autres affaires et son flair ne le trompe jamais. Je leur ai précisé qu'il avait travaillé sur plus de 700 affaires et que son taux de réussite était de 99%. Il trouve toujours ce qu'il cherche. Quoi que je lui fasse sentir, il finit toujours par retrouver la piste, que ce soit d'un objet, d'une personne ou d'une voiture. Il trouve toujours. Lors de son procès, Ronald Blanchard continue de clamer son innocence et assure lui-même sa défense. Mais les preuves contre lui sont accablantes. Blanchard est jugé coupable du meurtre de Debbie Dykes et condamné à la prison à vie. À aucun moment il n'a montré qu'il regrettait. Il continuait de prétendre qu'il était innocent et qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Il n'a jamais reconnu qu'il était impliqué dans ce meurtre. Plusieurs années après le meurtre, Blanchard a enfin reconnu les faits dans une lettre adressée au producteur de notre programme. Je regrette profondément d'avoir fait souffrir tant de personnes. Je me rends compte de ce que j'ai fait et j'accepte d'en payer les conséquences. C'est dommage qu'il ait attendu autant de temps pour le faire, mais j'imagine que ça l'aidera tout de même à vivre avec ce qu'il a fait. Mais les proches et la famille de Debbie n'avaient pas besoin de ses aveux pour être convaincus de sa culpabilité. Les experts médico-légaux l'avaient déjà prouvé. Je me demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Je ne ressens aucune haine à son encontre, ni aucune empathie non plus. Je pense que c'est simplement un pauvre type bête et méchant.
Je trouve formidable ce que la science a réussi à faire. S'ils n'avaient pas retrouvé la piste de Blanchard, je me demande s'ils se seraient arrêtés là. Sans les experts médico-légaux, je ne pense pas qu'on aurait pu résoudre cette affaire aussi facilement. Il y avait beaucoup de preuves à charge contre lui, mais sans eux, le puzzle aurait été incomplet. L'analyse des taches de sang et la reconnaissance du suspect par un chien renifleur auront en partie permis de résoudre cette tragique affaire. Depuis quelques années, les chiens sont devenus de précieux auxiliaires des experts scientifiques pour retrouver des individus, des drogues ou même des cadavres. Dans notre affaire, le berger allemand qui avait repéré Blanchard se nommait Rudi von Branning. Il mourut de sa belle mort à l'âge de 9 ans en 1989 et eut droit à des articles de presse et à une oraison funèbre digne de celle qui aurait été faite à un policier. Sachez encore qu'au terme de 10 ans d'incarcération, Ronald Blanchard fit appel du jugement le condamnant à la prison à vie. Durant les 10 ans écoulés, l'utilisation de l'ADN comme signature génétique était devenue courante dans les affaires criminelles et reconnue devant les tribunaux. Alors Blanchard espérait qu'une analyse le disculperait. Mal lui en prit. Le test fut positif. Et les jurés du second procès ne prirent que 24 heures pour confirmer sa culpabilité et corroborer la sentence. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et de nous être fidèles. Retrouvons-nous prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires des enquêtes impossibles.